Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous entamons ce focus pour parler du budget de l'État pour cette nouvelle année 2024. Un acte fondateur qui marque le début d'une feuille de route financière méticuleusement élaborée, façonnée afin de répondre aux défis contemporains, catalysant ainsi la croissance économique et le bien-être de la nation. Commentaire. Une nouvelle ère financière s'est ouverte à Djibouti avec le dévoilement du budget de l'État pour l'année 2024 par le ministère du Budget. Cet événement marquant a inauguré une feuille de route financière ambitieuse, façonnée avec soin et rigueur, témoignant de la détermination du gouvernement à relever les défis actuels et futurs tout en stimulant la croissance économique et le bien-être national. Au cœur de cette proposition budgétaire se trouvent des principes fondamentaux, reflets de l'engagement envers le progrès et la responsabilité, l'équilibre budgétaire, la transparence et la gestion efficace des fonds publics sont les piliers sur lesquels reposent ces stratégies financières. Un engagement inébranlable à maximiser les retombées des investissements gouvernementaux pour le bien-être de la population djiboutienne. Une des pierres angulaires de ce budget réside cette année dans la continuité de l'allocation des ressources et dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'innovation et les infrastructures. Cette vision stratégique vise à renforcer le développement national et à positionner le pays sur la scène mondiale comme acteur émergent. Le ministre du Budget, M. Esman Ibrahim Roble, incarne la vision et la détermination derrière ce budget. Ces perspectives soulignent l'engagement à investir dans l'avenir de la nation, promouvant une économie robuste, renforçant les services sociaux et créant des opportunités pour tous les citoyens. Sa gestion éclairée et sa vision claire démontrent une approche responsable et axée sur les résultats. L'initiative notoire intégrée dans ce budget est l'accent mis sur le paiement électronique, une avancée cruciale pour la mobilisation des recettes de l'État. Le e-paiement offre une méthode efficace et transparente pour la collecte des impôts, des taxes et autres revenus, renforçant ainsi la traçabilité des transactions financières. Cette proposition budgétaire découle d'un processus consultatif approfondi avec les parties prenantes, illustrant l'engagement du gouvernement envers la transparence et l'ouverture. Elle incarne une vision ambitieuse pour l'avenir du pays, mettant en avant des choix financiers éclairés et une gestion transparente des affaires publiques. La République de Djibouti peut ainsi anticiper une année 2024 placée sous le signe du développement et de l'équité. Également dans ce focus, nous allons parler éducation avec cette cérémonie de remise de diplôme de licence professionnelle à l'atelier Luban. Eh bien, cet événement empreint de prestige est présidé par le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moussafa Mohamed Mahmoud, qui a réuni également des personnalités de marque symbolisant un jalon nouveau, significatif dans le partenariat éducatif entre Djibouti et la Chine. Le Sheraton Hotel a été le théâtre de cette célébration éducative où le ministre Hassan Ahmed Ibrahim, en charge des infrastructures et de l'équipement, ainsi que le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diglié, ont ajouté leur éclat à l'événement. L'ambassadeur chinois Hu Bin a apporté une dimension internationale, soulignant l'importance de cette coopération bilatérale. Par le biais de la visioconférence, la présidente adjointe de l'université professionnelle de Tanjin et le secrétaire du comité du parti du premier lycée commercial de Tanjin ont élargi la portée de cet événement au-delà des frontières, démontrant ainsi la connectivité globale de l'éducation. L'atelier Luban, inauguré en 2019 par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, se distingue en tant que pionnier en Afrique. Cette initiative unique, fruit de la collaboration entre Djibouti et Tanjin, offre des spécialités ferroviaires et commerciales, illustrant ainsi un modèle de coopération exemplaire entre gouvernements, institutions éducatives et entreprises. Le ministre de l'Éducation nationale a souligné la vision d'avenir de son département, envisageant des développements prometteurs tels que la poursuite des études universitaires pour les diplômes et l'extension de l'atelier avec de nouvelles spécialités. Cette perspective reflète l'engagement à aligner l'atelier Luban sur les besoins dynamiques du marché. L'ambassadeur chinois a ajouté une note optimisme décrivant l'atelier Luban comme un catalyseur de coopération amicale et un modèle d'harmonie entre gouvernements, écoles et entreprises. Un témoignage de la façon dont l'éducation peut transcender les frontières pour bâtir des ponts entre nations. Dans le sillage de cette cérémonie, Djibouti trace une voie éducative innovante, démontrant que l'éducation est un clé qui peut ouvrir les portes d'un avenir fructueux, non seulement pour les individus diplômés, mais pour la nation dans son ensemble. Un exemple vivant de la puissance transformative de la collaboration éducative internationale. Toujours dans l'actualité nationale, nous allons parler de la mission du bataillon Hill 11 en Somalie, symbole d'un engagement régional. La suite dans cette séquence.
Au centre d'entraînement de Mariama, une aube pleine de promesses a illuminé la mission de paix du bataillon Hill 11 de l'armée djiboutienne. Fort de 857 militaires, le bataillon s'est préparé à entreprendre sa noble mission de maintien de la paix à Beledweyne, en Somalie. Sous la bannière de l'ATMIS, cette initiative humanitaire dédiée à la préservation de la stabilité symbolise l'engagement indéfectible de Djibouti envers son pays frère somalien. Dès l'arrivée des autorités, le dispositif de prise d'armes du bataillon était prêt, démontrant la discipline et la préparation minutieuse des forces armées djiboutiennes. Le ministre et le général ont passé en revue les troupes avec les honneurs, symbolisant le début officiel de cette mission cruciale. Parmi les invités d'honneur figurent des personnalités éminentes, telles que le préfet d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, les commandants des forces de défense et de sécurité du pays et les commandants des forces étrangères amies à Djibouti. La cérémonie a débuté par une dimension spirituelle marquée par la lecture d'un hadith et des du'a et une récitation coranique. Cette touche souligne l'importance accordée à la dimension humanitaire et fraternelle de la mission. Le discours émouvant du chef d'état-major général des armées a ensuite captivé l'auditoire. Il a exprimé ses meilleurs vœux de réussite au bataillon Hill 11 et son commandant, le lieutenant-colonel Mohamed Hassan Abdallah, soulignant l'importance de cette mission qui transcende les frontières nationales. Le général a mis en avant la responsabilité du bataillon de représenter dignement Djibouti et de contribuer activement à la paix en Somalie. Ce geste de solidarité souligne la position inébranlable de Djibouti aux côtés de son pays frère, qu'est la Somalie, renforçant ainsi les liens historiques et culturels qui unissent ces deux nations. Cette cérémonie a été un moment chargé d'émotion et de détermination, symbolisant l'engagement continu de Djibouti envers la paix et la stabilité régionale. Le départ du bataillon Hill 11 est une manifestation concrète de la volonté de Djibouti de contribuer activement à la construction d'un avenir pacifique pour la Somalie, renforçant ainsi les fondations d'une solidarité fraternelle qui transcende les épreuves du temps. Djibouti, fer de lance de la paix, la gendarmerie nationale salue le départ de la FPU-2 vers la Centrafrique. Également la suite dans ce commentaire. Une année après le succès de la première unité de police en mission de maintien de la paix en République centrafricaine, la gendarmerie nationale de Djibouti se prépare à un nouveau chapitre. Le 9 janvier dernier a marqué le retour de la FPU-1, tandis que la FPU-2 s'apprête à prendre relais en partant pour la Centrafrique dans un geste grandiose. Le haut commandement de la gendarmerie a organisé une cérémonie empreinte de solennité en l'honneur du départ de la FPU-2. La scène s'est déroulée au centre de conférence lieutenant-colonel Houch Roble Idley, sous la présidence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan. L'événement a réuni le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ainsi que tous les officiers supérieurs de la gendarmerie et les membres de la FPU-2. Dès son arrivée, le ministre de la Défense a salué le piquet d'honneur, témoignant du respect et de la reconnaissance envers les forces engagées. La photo du groupe réunissant le chef d'état-major de la gendarmerie et les membres de la FPU-2 a symbolisé l'unité et la détermination dans cette mission de maintien de la paix. La cérémonie a débuté par la lecture des versets du Saint-Coran, soulignant la dimension spirituelle de cette entreprise humanitaire. Les allocutions du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et du ministre de la Défense ont ajouté une dimension solennelle à l'événement. Un petit déjeuner offert par le chef d'état-major a marqué le partage de la camaraderie au sein de cette unité. Le chef d'état-major s'est ensuite adressé aux membres de la FPU-2, l'exhortant à faire preuve de rigueur, de discipline, de sérieux et de dévouement. Porter haut les couleurs de la gendarmerie, agir avec professionnalisme et compassion et contribuer de manière significative à la paix et à la sécurité en Centrafrique, a-t-il souligné. Cette cérémonie marque un nouveau témoignage de l'engagement de Djibouti en faveur de la paix en Afrique. En déployant ses forces en mission de maintien de la paix, Djibouti renforce son rôle en tant que garant de la stabilité dans la région, contribuant ainsi activement aux efforts collectifs pour un continent plus sûr et pacifique. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons parler de la foire du livre à Cotonou. À la croisée des livres, le pouvoir de l'histoire. La suite dans cette séquence. La 3e édition de la foire du livre de Ouéda, qui se tient dans le cadre de la fête de Vauden, genre littéraire Afrique de l'Ouest, promet une immersion complète dans l'histoire de l'Afrique, son patrimoine et ses valeurs ancestrales. Les organisateurs ont conçu un programme diversifié comprenant des conférences, des débats, des projections de films et une exposition et la présentation d'ouvrages. L'objectif central de cette initiative est de sensibiliser les publics à des aspects souvent méconnus de l'histoire africaine. Et pour ce faire, la foire met en lumière
carrière de chercheurs et des historiens africains spécialisés dans le patrimoine, offrant ainsi une plateforme unique pour explorer et réfléchir sur les multiples facettes du passé du continent. Particulièrement significative, la foire cherche à déconstruire les stéréotypes et les récits étrangers souvent associés à l'Afrique et à travers une sélection d'ouvrages et d'objets d'art. Les visiteurs sont invités à adopter une nouvelle perspective plus authentique et en phase avec les réalités africaines. Au-delà d'une simple exposition culturelle, la foire se positionne au cœur des enjeux culturels et mémoriels contemporains en offrant à cette plateforme d'échange et de célébration du patrimoine africain. Elle contribue à réexaminer et à réévaluer les héritages culturels du continent. La 3e édition de la foire s'impose donc comme un événement incontournable à catalyseur d'une compréhension approfondie et nuancée de l'histoire et de la richesse culturelle de l'Afrique. Une nouvelle ère de transport à Dakar au Sénégal. Inauguration d'un bus rapide transit alimenté par l'énergie solaire et ce afin de lutter contre le réchauffement climatique dans ce pays d'Afrique. Après une longue attente de 4 ans, les habitants de Dakar pourront bientôt bénéficier de déplacements plus efficaces grâce à la nouvelle flotte de bus rapides transit inaugurée ce dimanche par le président du Sénégal. Cette flotte de 120 bus électriques alimentés par l'énergie solaire marque un tournant significatif vers un système de transport moderne et respectueux de l'environnement. Le dimanche 14 janvier restera dans notre histoire comme le jour où nous avons fait un nouveau pas vers un Sénégal moderne, a déclaré le président Sall lors de la cérémonie d'inauguration. Nous l'avons fait avec les trains régionaux. Maintenant, le PRT renforce notre engagement dans la nouvelle ère de la révolution de transport de masse qui résout le problème d'aujourd'hui et anticipe ceux de demain. Le réseau de bus reliera pas moins de 14 communes de Dakar, s'étendant du nord vers le sud. Le bus a d'une capacité d'environ 150 places, sont conçus pour transporter jusqu'à 300 000 passagers par jour et cette initiative vise à améliorer considérablement la mobilité urbaine dans l'agglomération de Dakar en mettant l'accent sur la réduction du trafic qui a longtemps été un défi majeur pour la ville. Le projet du BRT d'une ampleur considérable a été rendu possible grâce au financement de partenaires clés tels que la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'État du Sénégal. Le coût total de l'initiative s'élève à environ 300 milliards de francs CFA, soit environ 500 millions de dollars américains. Cette étape marque une avancée significative vers une infrastructure de transport durable et efficace pour la capitale sénégalaise, symbolisant l'engagement continu du pays vers un avenir plus moderne et respectueux de l'environnement. Et pour clore ce focus, nous allons parler de cette perspective 2024. Eh bien, le FMI prédit un atterrissage en douceur pour l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international anticipe un atterrissage en douceur pour l'économie mondiale en 2024, après une année 2023 qui a surpassé les attentes initiales en termes de croissance, selon les déclarations de la porte-parole du FMI. Lors d'une conférence de presse à Washington le 11 janvier, le FMI avait initialement estimé une croissance de 3% pour 2024 en octobre de l'année précédente, mais les performances solides de l'activité économique mondiale ont conduit à des révisions à la hausse de ses prévisions au fil du temps. La porte-parole a souligné la résilience relative de l'économie mondiale, malgré une croissance d'environ 3% de l'année dernière et à moyen terme, bien en deçà de taux moyens mondiaux précédents qui étaient d'environ 3,8%. Elle a ajouté que des efforts supplémentaires seraient nécessaires pour stimuler la croissance mondiale, en particulier au Moyen-Orient. Cependant, la porte-parole a averti que même si le résultat actuel semblait encourageant, les dirigeants doivent se préparer aux défis futurs et aux éventuels chocs économiques. Elle a souligné l'importance pour le pays de se préparer à de telles menaces. Dans ces contextes, des responsables égyptiens ont récemment rencontré des cadres du FMI pour discuter de réformes économiques à mettre en place, notamment en raison du conflit actuel entre Israël et Gaza. De plus, une équipe du FMI est actuellement au Sri Lanka pour discuter du programme du fonds avec le pays, démontrant l'importance accordée aux réformes économiques à l'échelle mondiale. La porte-parole a expliqué qu'une mission technique du FMI au Sri Lanka vise à
à discuter du développement récent et à suivre les objectifs et les engagements du développement du programme économique du pays. Le FMI devrait publier ses prévisions actualisées de croissance mondiale à la fin du mois dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales qui sera dévoilé le 30 janvier prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et c'est sur ce point que ce focus touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.